invité des femmes congolaises. Donc, avec ces femmes, nous parlerons de la condition de la femme au Congo-Brazzaville. Alors, pour ceux qui sont intéressés à ce débat, ils sont donc invités. Voilà, nous sommes connectés déjà sur Facebook. Je vais donc rapidement passer à la présentation. Salut, il est exactement 12h35 à Chicago, la radio de la communauté. Nous constatons qu'il y a des amis déjà qui se connectent sur notre réseau Facebook, notamment sur notre page. Nous allons rapidement découvrir les invités voilà, sur cette antenne. Voilà, premier salut donc à vous. Vous avez donc sur cette image Madame Otemoyolo Mélanie. Elle est vice-présidente de l'Association des ressortissants de la République du Congo vivant à Austin. Madame Otemoyolo est également vice-présidente de l'Association Olébé de la Lekumu. C'est une ancienne, donc elle est officier de l'armée de l'air, donc militaire, comme vous le constatez. Madame Otemoyolo est donc inscrite en thèse de doctorat pour donc en computer science, donc pour en informatique. Elle est également consultante à Dell Computer. Alors bonjour madame. Bonjour monsieur Lewis. Voilà, donc avec vous, nous parlerons aujourd'hui de la femme congolaise. Nous avons également invité à ce journal de la communauté madame Henriette Brigitte Nsoni. Elle est fondatrice de l'association Miss Congo USA. Elle est présidente de l'ONG Le Cœur sur la main. Madame Brigitte Nsoni est titulaire d'un BTS en informatique de gestion. Elle est également titulaire d'un bac agricole. À ce jour, nous venons d'apprendre qu'elle travaille elle est devenue styliste et a certainement participé à un concours de fashion show à New York, là-bas. C'est à New York, n'est-ce pas? Oui, en fait, pas vraiment participé, mais il y a un de mes modèles qui a défilé. Voilà, nous avons également sur ce plateau une autre dame, donc que vous connaissez déjà mieux, c'est Alphonsine Mikwiza, mais nous parlons avec Alphonsine qui est donc professeure d'économie et de gestion en France. Alphonsine Mikwiza est la présidente de l'association ACRD Congo, membre cofondatrice de la nouvelle plateforme CRC. Voilà donc avec ces dames et nous parlerons donc de la situation des femmes dans le monde et particulièrement des femmes au Congo-Brazzaville. Bienvenue donc à vous sur la radio de la communauté. Peut-être un tour de table pour nous dire ce que nous pouvons épingler dans tout ce que j'ai cité. Vous avez là un bagage intellectuel, des formations professionnelles. Est-ce que rapidement, je vous donne 1 minute à chacune de vous pour nous dire ce qui peut être essentiel aux Congolais quant à la lutte pour l'égalité, puisque le thème aujourd'hui, nous le célébrons sous le signe de l'égalité, mais au Congo-Brazzaville, l'Institut français a pensé célébrer ce thème sous le verbe « oser ». Les femmes doivent oser. Alors, nous commençons par vous, Brigitte Nsoni, sur tout ce que je vois, cette armature intellectuelle et professionnelle. Comment allez-vous aider la femme congolaise? Dites-le en 60 secondes. Ok, merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau que j'aime beaucoup, un plateau qui nous donne l'occasion de nous exprimer en tant que Congolais. Donc, j'aimerais juste ajouter ceci. En fait, la journée de la femme, le 8 mars, n'est pas une journée où on devait s'activer comme les gens le pensent. Donc, c'est surtout pour lutter pour notre émancipation, nous, les femmes congolaises. Donc, en ce qui concerne nous, les Congolaises ou les femmes en général, moi, je dirais plus, on lutterait sur l'égalité des salaires. Parce que les hommes gagnent en général 24 ou 25% de plus sur les salaires. Donc, on devait quand même regarder ça parce qu'on fait presque tous les boulots que les hommes font. Moi, par exemple, je suis chauffeur de Uber et Lyft. Donc, je fais un travail très dangereux ici sur New York avec le trafic et tout ce qui va avec et le coronavirus qui est là maintenant et tout. Donc, c'est beaucoup de risques que je prends. Bon, encore avec Uber et Lyft, nous, on n'a pas ce problème d'égalité sur les salaires. Mais sinon, dans d'autres domaines, on a bien constaté que les femmes sont moins payées que les hommes. Alors que
on se bat comme les hommes, on fait le même boulot, les mêmes heures, tout ça. Donc, ça serait vraiment un point sur lequel plutôt j'aimerais qu'on souligne, en fait. Et autre chose aussi, surtout sur l'égalité dans le couple, parce que la femme, c'est elle qui fait tout dans le foyer. Elle prépare, elle nettoie, elle s'occupe des enfants. En général, surtout chez nous, les Congolais, le monsieur, bon, il ramène de l'argent, c'est vrai, mais la femme aussi ramène de l'argent. Donc, on devait aussi penser à partager les tâches culinaires, pourquoi pas, ou encore les tâches ménagères à la maison avec monsieur, pourquoi pas, parce qu'on fait le même travail et quand on rentre, la femme doit encore travailler plus que le monsieur. Elle travaille pour mettre la nourriture à table, elle va travailler encore dans la chambre pour mettre à l'aise son mari, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc, Brigitte, tu crois que nous ne travaillons pas? Vous travaillez, c'est vrai, mais après, nous, on est plus dans la cuisine, à nettoyer, à préparer, à s'occuper des enfants, les mettre au lit, leur lire des histoires, tout ça. Je crois que les hommes aussi devaient s'y mettre un tout petit peu. Il y en a qui le font, mais pas tous. Et aussi, il y a un autre point que j'aimerais souligner pour finir, c'est aussi l'histoire de la violence conjugale. Il y a beaucoup de femmes qui se font assassiner par leur conjoint. Je sais que les hommes aussi, il y en a qui subissent de la violence conjugale, mais par contre, les hommes sont plus forts que les femmes. Donc, c'est eux qui assassinent plus leurs femmes. On a vu des statistiques qui disent qu'une femme sur deux est assassinée par son mari. Voilà. Donc, ça aussi, on doit parler de ça. Voilà, donc nous verrons toutes ces directions, il n'y a pas de problème. Nous continuons notre tour de table pendant que je vous apprête une très belle musique qui m'a été envoyée par un membre de la rédaction de Radio Congo Live en Chicago sur la journée de la femme. Alors, avec vous, Madame Mélanie, est-ce que vous pouvez épingler dans cette armature professionnelle et intellectuelle que vous avez quelque chose d'essentiel et qui peut nous aider justement à développer le Congo? Allez-y, c'est à vous. Merci bien, Monsieur Lewis. Moi, je pense que l'intervenant de tout à l'heure a vraiment souligné pas mal de choses. Moi, j'ajouterais qu'effectivement, qu'on parle de l'insertion socio-économique et professionnelle des filles en mettant en place des formations. Parce que jusqu'à un certain moment, je crois que le problème de l'égalité de la femme et l'homme, c'est un problème, c'est une lutte que nous devons mener. Et Dieu seul sait quand est-ce que nous allons vraiment y arriver. Mais il faut effectivement une certaine prise en charge, une certaine conscience de toutes les femmes. C'est un travail que tout le monde doit faire. C'est pas seulement les femmes, mais de tous les niveaux, socio-économiques, les hommes à la maison, à l'école, depuis la maison déjà, parler aux enfants, qu'est-ce que l'égalité de l'homme et la femme, et apporter effectivement cette connaissance pour que les gens comprennent qu'effectivement nous travaillons, nous devons lutter pour que la femme puisse avoir une place dans la société. Il y a beaucoup de mots aujourd'hui dont la femme souffre, c'est parce qu'on ne lui accorde pas une certaine place dans la société. Voilà, Alphonsine, c'est à vous. Alors, merci encore une fois pour cette parole et cet échange. Alors, moi, j'introduis l'émission aujourd'hui par le message des évêques du Congo-Brazzaville lors de leur 30e assemblée plénière qui mentionnait la place incontournable de la femme dans la société et dans l'Église, bien sûr. Donc, que dit le message? Le message dit que l'heure vient, l'heure est venue, où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude, l'heure où la femme acquiert dans la société une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. Donc, c'est le message, en fait, le message de Vatican II, envers les femmes qui date du 8 décembre 1965. Vous voyez bien que le chemin, on a parcouru un long chemin où à l'époque, la femme n'avait pas le droit de vote. Donc, on voit bien qu'à partir de ce message de 1965 en Occident, où la démocratie avait déjà démarré, les femmes ont pu acquérir le droit de vote, le droit d'avoir leur propre compte, le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Voilà, c'est un long chemin parcouru. Alors, en Afrique, étant donné que nous avons eu des indépendances après les années 60, donc le chemin également, il a été quand même long.
Mais sauf que nous, on marche au ralenti. Donc, au ralenti, dans le sens où nous n'avons pas encore atteint un niveau important de démocratie, un niveau important de respect des droits de l'homme en général. Alors, vous imaginez bien le droit des femmes, où est-ce qu'on en est. Donc, il faut faire le point sur ça. Quelles sont les évolutions au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qui se passe généralement en Afrique francophone? Et je pense que les messages, les thèmes de cette année sont sur la bonne voie. Donc, au niveau international, vous avez lu le thème. Je suis la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Et au Congo, on a dit contre le harcèlement, ose parler, ose dénoncer. Donc, on voit bien qu'en Afrique, on est encore au niveau de la dénonciation et au Congo-Brazzaville particulièrement. Donc, on est encore loin de revendiquer cette égalité, alors que le grand travail, c'est la revendication de l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, nous allons retrouver cette très belle chanson. Alors, ça vous aimez ça, non? Bien sûr. C'est très beau, voilà. Nous reviendrons sur... chanté par une Congolaise, ouais, oui, c'est très beau. Voilà, nous allons donc ouvrir cet entretien avec ce thème donc, de l'égalité. Sur le plan mondial, on a dit qu'il s'agit de l'égalité. Bon, Alphonsine Mikuisa, vous avez relevé effectivement qu'il y a des disparités entre ce qui se fait à l'étranger, donc sur le plan international, et la réalité congolaise qui porte sur la dénonciation simplement, alors qu'au niveau occidental, vous avez déjà des réalisations. L'égalité se vit au jour le jour. Alors, Madame Mélanie, est-ce que ça va, Madame? Ça va? Oui, non, ça va. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de l'expérience des femmes, cette expérience que vous vivez là-bas au Texas, dans les bureaux, dans les entreprises, comment cette égalité se manifeste concrètement sur le terrain? Nous allons, je vous rappelle, avant que vous ne répondiez, que j'ai également invité le pasteur Israël Noumazala, qui va nous parler de l'affaire des violences. Israël Noumazala, qui se propose, lui, de traduire en justice toutes les personnes donc, du gouvernement qui sont impliquées dans les histoires de viol, de harcèlement sexuel. Alors, Madame, c'est à vous. Merci bien encore une fois. Non, mais dans ce qui concerne l'égalité de la femme ici au Texas et notamment dans le cadre du travail, je dirais déjà, bon, je suis dans le domaine de la technologie. Il y a une disparité. On trouve qu'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est comme si c'est des métiers qui sont réservés aux hommes. Et au niveau de Dell, par exemple, nous avons un programme qu'on appelle STEM, pour sciences, technologies et puis les maths, où on est en train de promouvoir la jeune fille. On explique à la jeune fille qu'elle a les mêmes capacités que le garçon. Et nous avons effectivement vu que en fait, ce problème, ça concerne tout le monde. Au niveau de la compagnie, plus ou moins là où je travaille, moi, on a compris que la femme doit s'investir au même titre que les hommes pour pouvoir sortir, pour donner accès aux femmes à cette, entre parenthèses, ce métier, entre parenthèses, qui était normalement réservé aux hommes. Et ça, je pense que c'est ce que nous devons faire au niveau des États-Unis, tout au moins dans ma compagnie et ailleurs. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Il faut donner accès aux femmes, leur donner accès, parce qu'ils ne savent pas, certainement ils savent, mais ils ont peur, ici tout au moins, mais en Afrique c'est autre chose. Mais ici c'est la peur. On se demande, non, c'est réservé pour les femmes, mais il faut que les femmes, surtout pour les hommes, il faut qu'on explique aux femmes, aux filles, depuis le bas âge, que tout le monde a les mêmes droits et qu'ils sont capables de pouvoir faire les mêmes choses que les hommes. Et je crois que c'est absorbé d'une certaine manière différemment par rapport à notre culture en Afrique et particulièrement au Congo. Voilà, nous allons donc, Alphonsine, vous êtes professeur d'économie. Est-ce que dans votre lycée, en sent ces disparités, vous êtes dans une société où la démocratie est consacrée comme telle? Alors, parlez-nous de l'expérience de votre lycée.
Alors, nous ici, c'est exactement ce que vivent nos compatriotes qui sont aux États-Unis, hein. En France, c'est un pays totalement démocratique, hein. Donc, l'égalité, elle est déjà là. Maintenant, c'est dans l'application de cette égalité qu'il y a que le combat est encore là, hein. Même ici en démocratie, le combat sur l'égalité des salaires, c'est un grand combat ici également. Donc, sur le traitement des femmes et l'accès aux femmes à certains emplois, surtout les emplois de cadres, de dirigeants d'entreprise, hein, c'est encore un long combat. Et aujourd'hui, avec certaines lois en politique, il y a la parité sur les listes électorales. Donc déjà, c'est quelque chose, un point de gagné Oui. ici. Donc moi, bon, pour les salaires, du moment où moi, personnellement, comme je suis payée par le Trésor public, je suis dans la fonction publique française, donc l'égalité, mon collègue homme perçoit le même salaire que moi. Donc, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, dans l'enseignement, on a constaté ici que les femmes ont plus de prise avec des élèves, arrivent mieux à encadrer leurs élèves que les hommes, hein. Donc, c'est un atout ici et on voit bien que dans l'enseignement, il y a beaucoup de femmes. Voilà, donc à vous, donc Brigitte Nsoni, vous avez donc l'expérience de conduire des véhicules avec tous les risques que cela suppose. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler? Comment cette cohabitation se fait avec des hommes, donc plus des hommes vaillants, plus courageux, peut-être plus influents? Est-ce que vos droits sont préservés comme chauffeur? Oui, bien sûr. On a les mêmes droits, en fait, les hommes comme les femmes, parce qu'en fait, nous, on ne travaille pas comme si on travaillait en collaboration avec les autres. Non. En fait, on est, comment dirais-je, on est privé. Donc, tu travailles à ton compte, tu as ton véhicule, tu as, qu'on appelle ton téléphone, tout se passe en ligne, en fait, directement sur ton téléphone. Tu n'as pas de contact avec les autres chauffeurs. Bon, il arrive souvent que les autres chauffeurs étant femme, quand ils te voient sur la route, ils ne veulent pas te céder, ils ne sont pas galants, ils ne sont pas courtois, ils ne vont pas laisser passer. Moi, c'est ça qui m'étonne un peu, parce que souvent, tu demandes la route parce que tu veux changer de voie. Eh ben, il y a un autre chauffeur qui vient, il te coupe directement parce qu'il veut être le plus rapide à arriver peut-être au spot de là où on prend les gens, je ne sais pas. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de souci là, de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème d'inégalité dans ce sens-là, parce que les salaires sont les mêmes primes, sont les mêmes rates, comme on le dit ici, hein, quand on paye pareil. Il n'y a pas de discrimination de ce côté-là. Voilà, je rappelle donc que nous émettons sur notre page Facebook pour des raisons que vous pouvez imaginer. Nous avons toujours des problèmes d'attaque sur notre mur. Donc, je suis en train de tout faire pour que ce signal-là soit rerouté, pour ainsi dire, sur notre page Jill Lewis et permettre donc aux autres qui nous suivent de poser des questions à la fin de cette émission. Alors, nous allons direction donc Brazzaville, avec votre permission. Nous allons voir dans quelle mesure, comment vivent les couples à Brazza. Vous avez, je le sais, des parents encore restés au pays. Est-ce que vous avez cette expérience? Madame Mélanie, vous parliez justement de cette affaire de couple, d'équilibre dans les dépenses. Je crois vous, Anthony. Alors, comment vivent actuellement les couples à Brazzaville avec cette précarité, ces difficultés que les gens connaissent? C'est à moi ou oui, c'est à vous. Est-ce que vous avez des nouvelles? Je sais que vous n'y êtes plus, mais une idée honnêtement, sur… je ne sais pas trop, mais je sais que généralement, dans les couples Est-ce que le rôle congolais… de la femme est toujours resté le même, celui donc qui ne fait qu'accompagner l'homme dans ses tâches quotidiennes? Oh, mais je crois que la femme, elle changera jamais de rôle. Elle a toujours son rôle là, mais elle a peut-être acquis un autre rôle qui est de travailler maintenant. Parce qu'avant, la femme, elle restait à la maison, l'homme ramenait de l'argent, mais maintenant, la femme aussi travaille. Donc, en plus des tâches ménagères, la femme devient aussi travailleuse, donc elle ramène aussi un salaire à la maison. Donc, c'est ce que je disais, la femme, elle a plus de responsabilités, plus que l'homme. Parce que l'homme, peut-être, on voit que c'est lui qui ramène le gros salaire, peut-être, mais la femme, elle fait plus que ça. S'il faut payer la femme pour le nombre d'heures qu'elle fait, qu'elle passe dans la cuisine, dans la maison, à s'occuper de la maison, je pense qu'elle ferait plus d'argent que l'homme. Voilà. Alphonsine Mikwiza, vous faites partie d'une organisation que vous avez appelée Congo Renouveau, je crois, Libération du Congo, le CRC.
Congrès pour la renaissance du Congo. Voilà, dans la Renaissance, vous avez certainement des chapitres qui portent sur la femme. On dit ici maintenant que la femme doit oser. Essayez un peu de nous présenter la femme actuelle au Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est l'accompagnatrice habituelle, donc qui ne se limite que à faire ce que les hommes leur demandent de faire, ou la femme tend à s'imposer ou à revendiquer? Quel est l'état actuel? Alors, oui, alors l'état actuel de la situation au Congo-Brazzaville, justement, c'est lié à la dégradation des conditions de vie de toute la société. Donc, quand un pays a des problèmes économiques, quand un pays connaît un chômage de masse, automatiquement, celles qui en pâtissent le plus, ce sont les femmes. Donc, c'est la femme qui est au bout de la chaîne, en fait, du maillon de la chaîne. Donc, c'est elle qui supporte tout le poids, que ce soit le poids des guerres civiles, que ce soit le poids du chômage, le poids des conflits politiques, de tout ce qui se passe dans le pays. C'est la femme qui est au bout de la chaîne, qui porte la famille. Donc, aujourd'hui, on a bien vu le Congo avec le chômage, avec la situation financière qu'il y a aujourd'hui. C'est la femme, en fait, c'est elle avec ce système de commerce, d'économie informelle. Donc, c'est la femme qui porte la famille aujourd'hui. Même si sa situation, les hommes ne reconnaissent pas toujours sa place, mais c'est elle qui porte la famille aujourd'hui au Congo par rapport à cette situation de crise que nous sommes en train de traverser, que nous traversons depuis quelques années d'ailleurs. Alors, Mélanie, vous avez certainement des parents restés au pays. Qui est intervenu avant? C'était, parce que je ne regardais pas l'écran, c'était Brigitte ou Mélanie? Oui, j'étais là. Oui, je suis déjà passée, oui. Ah oui, voilà, donc Mélanie, c'est à vous. Oh, j'ai oublié de vous mettre sur le gros plan. Hein. Alors, Mélanie, parlez-nous de la femme congolaise actuellement. Est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que envoyer des money orders, des Western Union pour aider les parents. Quelle est la situation actuelle donc, des femmes là-bas au pays? Bon, donc, moi, le rapport, justement, quel est le rôle qu'elle joue présentement? Moi, je pense que c'est un peu, je dirais peut-être qu'aujourd'hui, le fusil a changé d'épaule. On trouve que la femme s'investit beaucoup dans la famille. Elle devient, pour ne pas dire entre guillemets, chef de famille. Hein, c'est elle qui, en situation de crise, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui doit s'occuper de ceci, c'est elle qui prend en charge pratiquement l'homme qui, je ne veux pas aller un peu plus pour dire qu'il attend peut-être sa retraite qui vient, Dieu sait à quel moment. Donc, mais la femme ne se met pas les bras croisés, c'est elle qui fait les jardins, c'est elle qui envoie les enfants à l'école. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la femme congolaise assume un rôle, peut-être, il y a des années, elle ne pensait pas qu'elle devait être capable d'assumer, mais elle assume aujourd'hui. Voilà pourquoi je parlais de fusil qui a changé d'épaule. La situation, malheureusement, économique qui oblige certains comportements font qu'on voit même au niveau des jeunes filles. Les jeunes filles sont obligées de se livrer à la prostitution parce qu'il nous faut ramener de l'argent à la maison. On voit des parents qui sont là, qui attendent que la fille puisse aller faire ce travail, entre guillemets. Donc, la fille devient un peu comme le parent, c'est lui qui prend les rênes de la maison pour nourrir sa famille. Et voilà. Elle le fait malgré tout, quand tu vois, il m'arrête. Voilà, je vois qu'il y a, je crois, peut-être le pasteur Noumazala qui vient d'arriver. Pasteur, vous n'avez pas encore de micro sur votre lien. Essayez d'activer votre caméra pendant que nous allons prendre une pause avec cette très belle musique que je vous ai proposée au départ. Donc, il est exactement 13h à Chicago. L'émission donc se déroule en direct sur la radio de la communauté. Nous allons rapidement écouter cette dame encore, donc cette belle musique qui nous vient de Pont-Noir, et nous parlerons justement de ces violences à l'égard des femmes, thème qui me paraît essentiel, puisque là-bas, au niveau de l'Institut français, on croit que la femme doit désormais oser. Alors donc, on retrouve les auditeurs dans quelques instants. Nous allons, cette musique ne va pas tarder donc à jouer. Nous avons quelques problèmes ici, hein, Alphonsine. Alors, voilà, quelques problèmes au niveau de la technique. Certainement, ça va jouer déjà, là. Nous avons quelques difficultés ici. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez entendre ce son? Moi, je vous entends.
Bon, je crois que vous ne... Mais la musique n'est pas encore là, en fait. Voilà, elle est là déjà. Voilà. C'est bon. Oh, maman Constancia Obiange, maman Marianne Faisal, maman Inda David Mo, maman Sylvie Bongo Ndimba, Anna Alfonso Dias Lozo, maman Claudine Tanoye, Lala Salmaye, Claudia Sassou-Nguesso. Voilà, je vais donc m'arrêter cette musique. Est-ce que ce dont le temps... Je peux commenter la musique, mais c'est pas de bon goût. Je vois que le culte de la personnalité, oui, le culte de la personnalité, Voilà. c'est pas notre tasse de thé, nous les femmes engagées. J'ai la mienne ici. Vous voyez que j'ai pas eu l'agilité donc de couper. Alors, on présente ces dames comme des partisans de la paix. Vous avez vu, on a cité beaucoup de dames de responsables et tout, de l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'elles le sont vraiment aussi? C'est la question que je vous pose. Essayez de répondre. Donc, et puis, nous parlons donc de l'affaire de la violence à l'égard des femmes au Congo-Brazzaville. Tour de table. Brigitte? Oui. Vous avez entendu des noms, justement, dans cette musique de personnalités, des dames de personnalités dont les pays sont cités dans les malversations, dans les violences de tout genre. Pensez-vous que ce soit... Voilà, allez-y. Bon, je sais que la plupart des noms qu'on a cités sont les femmes de chefs d'État. Je n'ai jamais suivi un discours de paix d'une de ces dames-là. Peut-être que je suis décalée, je ne sais pas. Donc, je ne vois pas en quoi elles prennent la paix, à quel moment elles l'ont fait. Je suis désolée, je suis peut-être décalée, mais je n'ai aucune connaissance du mouvement de paix que toutes ces dames ont fait. Donc, je ne peux pas commenter parce que je ne connais pas. Du moins, vous les avez reconnus sur ces images. Oui, j'ai reconnu pas mal de monde là-dedans. Donc, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu un mouvement de paix de la part de ces dames-là. Allez-y, toutes ces dames-là. Voilà. Alphonsine. Alors, oui, tout à fait, je reprends ce que ma sœur vient de dire. Ça m'a fait marrer parce que je me dis, mais les fossoyeurs de la paix, c'est leurs époux. Et c'est pourquoi j'ai contesté, j'ai boudé la chanson. Parce que ces femmes, elles devaient jouer leur rôle à côté de leurs hommes. Parce qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais voilà, une grande dame. On l'a vu avec Michelle Obama. Mais je suis étonnée que toutes ces dames-là, ce sont des femmes de dictateurs, c'est-à-dire des femmes, des filles de dictateurs, des gens qui ne connaissent pas dès le départ les droits de l'homme. Alors, imaginez les droits de la femme. Je n'ai jamais vu leurs actions pour la paix. Et voilà, comme a dit ma sœur, je n'ai jamais vu. Donc, c'est juste une chanson pour le culte de la personnalité. Et ça n'a aucun intérêt pour nous qui luttons pour la démocratie, pour l'installation d'une alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Voilà ce que je voulais dire. Mélanie? Pour ne pas réitérer les mêmes choses, moi je prendrais l'exemple de Madame Obama. Tout le monde a vu le rôle qu'elle a joué. Et moi je pense que jusque-là en Afrique, on n'a pas vu ces femmes se lever. Et quand pendant que le monde attend, pendant que le monde pleure, les mamans pleurent, on n'a pas vu une seule action de ces femmes se lever derrière les hommes pour dire non, c'est non, voilà la ligne qu'il faut suivre. Moi je me rappelle le président Obama dans certains de ses discours, il n'arrêtait de donner des exemples, certaines choses auxquelles il expliquait, si je suis arrivée à faire ceci, c'est parce que Michel m'a dit cela. Je crois que donc ça montre à suffisance que ces femmes ne jouent pas leur rôle. Voilà, nous sommes... J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus.
Allez-y. Parce que là, par exemple, on parle des enfants qui meurent dans les océans, je sais pas, dans la mer parce qu'ils veulent aller en Europe. Moi, je crois que c'est le moment pour ces femmes-là de se lever, d'interdire ce genre de choses. Si les enfants vont se noyer dans la mer parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas vraiment de conditions. Ce sont des mamans, ce sont des mères d'enfants, toutes ces femmes qu'on a citées. Donc, qu'est-ce qu'elles font pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce que nos enfants partent à la mer parce qu'ils veulent aller chercher un meilleur avenir ailleurs. Donc, ces femmes devaient intervenir dans ce sens-là. C'est le moment d'intervenir, d'interdire déjà à la Libye déjà d'accéder à ce genre, de laisser les gens passer. Parce que les Libyens déjà tuent nos enfants à partir de là. Donc, je pense que c'est le moment pour ces femmes-là d'intervenir. Voilà. Merci. Alors, Oui, je ne allez-y. sais pas si je peux ajouter quelque chose. Oui, D'ailleurs, allez-y rapidement. vous avez vu le thème de cette année 2020 pour le Congo-Brazzaville, c'est oser. Pourquoi? Contre le harcèlement, la violence, oser. Donc, on n'ose déjà pas. Alors, on n'a jamais vu ces femmes-là mener des campagnes pour inciter les femmes à oser dénoncer ce qu'elles subissent. Hein. Donc, on en parlera si vous me permettez de continuer. Là, ça peut nous servir de passerelle, Alphonsine. Justement, nous avons vu qu'au Congo, vous avez des femmes militaires, des femmes au gouvernement, des femmes au Parlement. Alors, ces femmes, que font-elles? Nous avons même constaté qu'il y a une qui était en train d'exposer non pas ses bijoux, ses parfums, une femme dont je ne veux pas citer le nom. Est-ce que c'est cela l'exemple que ces femmes devraient donner? Est-ce que vous voyez que ces organisations féminines au Congo sont encore de nature à stimuler les comportements progressistes au niveau de la femme congolaise? Est-ce que vous le sentez? Madame Mélanie, Texas. Ben, je pense... Moins, si vous faites un rapport avec ce que vous avez vécu quand vous étiez au pays, l'expérience que vous avez vue des mouvements, même de l'URFC, est-ce que vous pouvez essayer de juger de la situation actuelle? Donc, faire une appréciation. Bon, ben, moi, je pense que, comme je dis tantôt, je crois qu'au Congo, si nous parlons au Congo, vraiment, la femme n'est pas... La femme n'a pas encore, peut-être que je veux dire, les femmes des patrons, des chefs, ne jouent pas le rôle qu'il faut pour défendre effectivement les vrais problèmes auxquels elles devaient vraiment s'y mettre. Et quand on présente les bijoux, vous voyez déjà, c'est tellement, c'est dégradant. C'est vulgaire, c'est dégradant. On n'est pas... Moi, je vais juste donner un petit exemple. Comme j'ai dit, en temps, j'étais dans l'armée. Et quand je suis rentrée de formation en France, j'avais rencontré j'avais une fille à l'époque, portait une petite jupe vraiment toute courte. J'ai demandé pourquoi vous portez cette jupe et elle me dit non, parce que j'avais compris, en fait, c'est le moral, c'est la façon le comportement qu'on demandait, qu'on faisait croire aux femmes, qu'il faut que tu puisses être comme ceci pour plaire à tel chef, donc chosifier la femme qui devenait pratiquement plus un objet. Et donc, il n'y a pas de valeur, c'est-à-dire qu'on n'accorde aucune importance à la femme et qui, à ce moment-là, accepte cette condition et fait montrer donc à la jeunesse, les jeunes filles qui sont là, qui pensent que c'est la vie, effectivement, ils sont en train de consolider ces comportements qui sont vraiment des comportements très vulgaires, des comportements qui ne sont pas à honorer la femme. Ça n'honore pas la femme. Nous devons plutôt combattre pour défendre les droits de la femme, pour que la femme s'impose, pour que la femme sorte ses qualités professionnelles, le temps qu'elle veut, qu'on nous respecte. Tant qu'on fait, parce que c'est au bien de qui? C'est pour l'homme. Donc, la manipulation des hommes politiques, la manipulation de toutes ces classes, et la femme, bon, mais ce sont un peu dans la femme derrière le chef, pense que c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de... C'est une dépravation des mœurs. Voilà. On en parle donc. Oui. Alphonsine, ça peut se constater désormais dans les ministères où des ministres, donc des autorités, des directeurs centraux et tout, chosifient ces filles donc, pour des promotions quelconques et donc elles sont considérées comme des objets pratiquement. On a des cas dont je ne voulais pas citer les noms ici,
des ministres qui recrutent même des filles du Congo démocratique, les amènent dans des hôtels, elles sont en quelque sorte parquées là-bas, et puis bon, pour faire la jouissance. Alors, Alphonsine, est-ce que dans votre organisation, est-ce que vous avez essayé de regarder la question? Comment vous observez ces comportements dangereux? Je sens que Brigitte, vous avez quelques difficultés là-bas. Mon téléphone est déchargé, donc j'essaie de le recharger. Oui, allez-y donc. Je vais donner la parole à Alphonsine. Donc, Alphonsine, essayez un peu de nous dire comment vous ressentez cette dépravation, ces comportements que personne ne peut tolérer et qui vient des responsables eux-mêmes, des ministres, des directeurs centraux et autres. Alphonsine. Alors, justement, je rejoins ce que vient de dire ma sœur. Je donne un exemple. Hier, il y a 2 jours, je reçois un coup de fil d'une sœur au pays qui m'appelle. Oui, mais on est le 8 mars, après-demain, il me manque de l'argent pour acheter le pagne. Donc, le pagne du 8 mars au Congo. Donc, ils ont lancé la vente des pagnes du 8 mars. Je ne suis pas contre qu'il y ait des pagnes. Enfin, je viens, c'est pour en venir à cette dépravation des mœurs et à la chosification de la femme. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une dignitaire qui exhibait ses parfums. Justement, c'est l'abrutissement total. La femme congolaise perd même les acquis que nous avons eus à la sortie des indépendances. Donc, vous imaginez, on veut juste le 8 mars, juste c'est pour porter le pagne du 8 mars. On ne connaît même pas parce que personne ne fait le travail, personne ne dit aux femmes, non, cette journée, c'est une journée pour vous, pour faire vos revendications, pour contester, pour protester, pour demander plus de droits envers vos gouvernements, vos gouvernants. Alors, on limite la femme à une chose qui doit s'exhiber, qui doit se faire belle pour plaire. Donc, c'est ça, c'est ce qu'a dit ma sœur tout à l'heure, la dépravation des mœurs. C'est-à-dire, au Congo, on est encore loin. Le premier combat, c'est-à-dire le premier combat que les occidentales, je vais dire, les femmes occidentales ont déjà réussi. Nous n'avons pas encore réussi ce premier combat. C'est-à-dire, le premier combat, c'est celui de réussir à faire appliquer les conventions internationales, la Charte africaine des droits de l'homme, les constitutions, les différentes constitutions congolaises qui prônent l'égalité de l'homme et de la femme. Nous ne sommes pas encore là. C'est-à-dire, dès l'instant où on est encore à l'étape, on est incapable déjà de dénoncer les violations, on est loin du compte. C'est ça que je voulais dire. Et on reviendra sur les violences tout à l'heure, si vous voulez bien. Ben, moi, si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est bon, Jean-Louis? Oui, il est au téléphone, vous pouvez continuer. Oui, allez-y. Non, je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, s'il y a eu dépravation, c'est aussi, ça peut s'expliquer économiquement parce qu'il n'y a plus de boulot. Et même quand tu as du boulot, ce n'est pas tout le monde qui accède, en fait, qui peut trouver un boulot décent, c'est-à-dire par rapport à ses études, par rapport à ses connaissances, par rapport à ses diplômes. On trouve du boulot nulle part. Alors, on fait comprendre aux gens pour trouver un boulot ou bien pour accéder à quelque chose, il faut baisser sa culotte ou encore il faut s'exhiber ou je ne sais pas. Donc, je pense que c'est un peu plus économique cette situation. Si les femmes congolaises ou encore les filles congolaises sont arrivées à ce niveau très bas, c'est parce que l'économie ne nous permet pas d'être libres nous-mêmes, les femmes. Je n'encourage pas ça, loin de là. Je ne dis pas que je soutiens ces femmes-là qui font ça, mais je dirais plus que c'est par rapport aux conditions de vie. Elles sont conditionnées par ces conditions-là. Alors, nous allons donc aller à Brazzaville. Nous avons en direct une dame qui va essayer de nous présenter ce tableau parce qu'elle vit à Brazza. Donc, elle a cette réalité. Nous allons tenter de la joindre. Allô? Oui, je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez l'entendre là-bas? On l'entend. Oui, voilà. Je vous entends. Voilà, donc vous parlez un peu fort parce que vous êtes au téléphone. Alors, nous sommes aujourd'hui le 8 mars et nous parlons de la Journée internationale de la femme. Essayez de vous présenter rapidement. Dites-nous où travaillez-vous et je vous poserai la question précise sur le thème de l'égalité. Allez-y. D'accord. Je suis mademoiselle Chérie Lutangu Miakodila. Je suis directrice de l'hôtel Gold et
j'habite à Brazzaville. L'hôtel Golf se trouve au centre-ville. Ah ben voilà, c'est intéressant. Vous avez donc du personnel que vous gérez, directrice dans cet hôtel. Alors, parlez-nous d'abord des droits de la femme dans votre entreprise. Comment cette femme est traitée là où vous travaillez? D'abord, pour un premier temps, je n'ai pas beaucoup de femmes. J'en ai que 2, 3. Mais à voir les femmes, elles ne sont pas encore dans leurs droits. En fait, elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent. En fait, quand je travaille avec eux, je constate qu'elles sont encore loin de certaines des réalités. Il n'y a pas d'esprit comment je peux dire? Elles manquent d'initiative ou de courage? Elles sont soumises, quoi. Elles sont soumises, elles attendent qu'on leur dise faites ceci, faites cela. Il n'y a pas d'esprit de créativité. Voilà. Voilà. Est-ce que, toujours dans votre entreprise, est-ce qu'il y a des disparités, notamment dans le paiement des salaires, parce qu'on déplore ça aussi en Afrique en général? Est-ce que les salaires sont aplanis? Est-ce que toutes les femmes et les hommes sont sur le même tableau? Est-ce qu'il y a cet équilibre-là? Bon, déjà, l'équilibre, ouais, il y a des femmes qui ont plus, il y a des femmes qui ont des salaires. Chez moi, il y a des femmes qui ont des salaires plus élevés que les hommes. Mais voilà, bon, l'équilibre, il y en a, hein. L'équilibre est là. Voilà. Est-ce que maintenant, sortons de votre hôtel et parlons maintenant de la femme dans la rue? Est-ce que les femmes que nous avions connues, est-ce que vous les voyez? Parce qu'on a déploré beaucoup de cas des femmes qui sont chosifiées, jetées là dans des hôtels pour faire la gloire ou la jouissance de certains ministres, certains responsables. Quel est le tableau que vous pouvez nous peindre de la fille congolaise en général à ce jour? Bon, en général, la fille congolaise est encore loin de la réalité de son combat. D'accord? Oui. La fille congolaise ne s'est pas encore épanouie. La fille congolaise aime un peu la facilité. Et donc, oui, allez-y. Oui. Allez-y. Le besoin est là. Mais quand on essaie de faire la concordance des choses, la fille congolaise ne sait pas encore ce qu'elle veut. Parce que moi, j'ai été au village. Quand tu vois les filles qui sont au village et les filles de la ville, c'est carrément différent. Parce que celles qui sont au village, elles se battent pour leur quotidien. Elles doivent aller au champ, elles doivent travailler. Il y en a même des femmes qui nourrissent les hommes. Par contre, ici, en ville, c'est différent, quoi. C'est loin de la réalité, en fait. Elles aiment la facilité, elles aiment que tout soit donné facilement. Et voilà, quoi. Et le phénomène... Vous voyez cette facilité d'avoir avec les ministres. Voilà. Elles préfèrent mettre leur sexe en jeu pour pouvoir avoir quelque chose. Oui, on voit qu'il y a des vidéos maintenant qui circulent de Brazzaville, donc qui font ce commerce-là. Vous avez constaté comme nous aussi? Oui, actuellement, maintenant c'est ça qui se passe. Alors que nous avons, il y a certaines filles qui ont beaucoup de potentiel en eux, mais qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire avec. Alors, est-ce que sur le plateau, une dame a une question rapidement à poser à Madame le Tangou? Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y, une question à elle? C'est à nous que vous Oui. voulez qu'on s'adresse à elle? Oui, oui. Alors, moi, par rapport à ce qu'elle vient de dire sur les jeunes filles au Congo-Brazzaville, les femmes qui se prostituent, et de ce décalage entre le village et la ville, c'est tout simplement que quand on est en ville, on n'a pas la terre à côté pour aller faire le champ. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas rien n'est mis en place pour encadrer ces filles de la ville. Elles n'ont pas de terre pour aller faire des champs dans Brazzaville. Ça aussi, il faut le dire. Donc, si elles n'ont pas un autre moyen de subsistance, quelque chose qui leur permet de s'épanouir, de se prendre en charge, je pense qu'elles vont utiliser ce qu'elles ont. C'est ça la réalité de la ville, contrairement à celle du village où on a la terre, on a un lopin de terre et qu'on peut aller cultiver quelques maniocs. Donc, la situation, c'est celle-là également. Voilà, de l'encadrement et de la prise en charge, de la mise en place des mesures de suivi de cohésion sociale. Oui, répondez, oui. Allez-y. Allez-y.
Je vous entends de très On loin n'entend maintenant. pas. Allô? Là, ça va, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Oui, En fait, je vais vous prendre un exemple. Nous sommes dans une période de turbulence. oui, Vous voyez que toutes les filles, quand vous arrivez à Point-Noir, la majorité des filles commencent à prendre de l'eau glacée. Parce que pourquoi Oui. elles le font? Parce qu'elles sont obligées de le faire parce qu'elles ne sont plus au lait et au miel. Mais pourtant, ce Oui. genre d'activité devait être fait depuis longtemps. Pourquoi seulement attendre que le mari perd son boulot, que le mari... Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, là, on vous entend. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Aujourd'hui, les filles sont obligées de faire certains commerces parce qu'ils savent qu'il n'y a plus le lait, il y a plus le lait ne coule pas, ne coule plus dans d'autres foyers et il n'y a plus rien à faire. Et les pauvres sont obligés de faire. Mais il y en a de ceux qui le font par contrainte. Alors, qu'est-ce qu'on moi, peut proposer, Alphonsine? Pensiez-vous donc, Oui. quand je vous ai suivi, que c'est le gouvernement ne crée pas les conditions générales, donc permettre aux gens de trouver du travail ou de se développer, d'aller à l'école et tout cela que vous voulez Oui, insurer? mais alors, le problème, il est complexe. Hein. Le problème, il est complexe tellement qu'il y a l'abondant des missions de service public. Je reviens sur... Alphonsine, elle n'a pas fini encore là. Allez rapidement là, oui. Allez-y. J'attends. Moi, je dis que je prends souvent l'exemple de ma mère. C'est-à-dire, ma mère, c'est une femme à la limite de son salaire. Quand elle rentre chez elle, elle a toujours des petits boulots qu'elle crée. Et ça, nous avons compris avec... Ah, il y a toujours le problème de son qui s'affaiblit toujours là. Yeah. Alors, là, ça va? Oui, parce que ça, oui, vous allez conclure rapidement. Je voudrais vous poser une question sur comment juguler cette crise de valeur, parce qu'il y a là une crise de valeur là-bas au Congo-Brazzaville. Vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes une dame ordinaire. Et que suggérez-vous à ceux qui dirigent? Que devraient-ils faire pour occuper les gens et les soustraire de ces activités-là? Mais il faut qu'il crée des astuces, il faut qu'il crée des boulots, des petits boulots à tout le monde, pour permettre à moi, à quelqu'un de ne pas manquer ses petits enfants dans sa poche. Et les soutenir, ceux qui ont des projets, des vrais projets, et de faire un suivi sur ces projets. Voilà. Est-ce qu'il y a des centres, par exemple, d'éducation où on peut enseigner la morale à ces gens pour leur montrer effectivement qu'au-delà des conditions matérielles qui ne sont pas bonnes, est-ce que les organisations féminines existent pour enseigner cela aux gens, pour éviter cette dépravation? Vous avez déjà vu des gens dans la rue faire ça, par exemple, des banderoles, attention sida, attention à ceci ou cela? Mais c'est des choses qui n'existent plus. Hein. Moi, je ne les vois plus actuellement. Si ce n'est pas la politique qui bat son plein au Congo, mais moi, je ne vois plus cette association. Voilà. Merci donc, madame, d'avoir été gentille. Et donc, on vous retrouve certainement le week-end prochain. Et bonne journée, bonne nuit à vous. Bonne journée à vous, merci. OK, bye. Oui, Alphonsine, on revient sur le plateau. Oui, je voulais tout de même faire quelques remarques par rapport à cette réalité que notre sœur qui est au pays vient de nous dépeindre. Hein, voilà. Alors, elle a parlé des filles de la ville et de la campagne, mais la réalité, quand vous regardez la fille de la ville, il n'y a pas que des femmes mariées, hein, il y a aussi des jeunes filles qui n'ont pas d'époux. Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes filles et celles qui vont à l'école, celles qui sont des étudiantes, qui n'ont rien, qui n'ont pas de bourse? Comment elles vivent? Ça c'est une réalité, hein? C'est des questions que nous devons tous nous poser. Comment elles peuvent vivre? Comment elles peuvent poursuivre leurs études? Comment faire quand on est une jeune fille, qu'on est dans une famille où le père est au chômage et la mère, c'est une petite commerçante qui se débrouille, qui se bat, ou c'est une famille où il n'y a rien? Parce que là, elle a parlé des femmes qui vendent, des jeunes filles qui vendent de l'eau, mais il faut déjà avoir un financement. Il faut avoir le minimum de départ pour faire le commerce. Ce n'est pas tout le monde qui en a.
Donc, ce sont des réalités du Congo-Brazzaville. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a un laisser-aller, c'est l'abandon complet. C'est cet abandon qui crée justement cette faiblesse. En fait, toute la société est déréglée par rapport à ça. Donc, c'est des jeunes filles qui doivent aller se prostituer pour nourrir leurs parents et des parents qui ferment les yeux pour ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus d'autorité vis-à-vis de leurs enfants. C'est la réalité du Congo. Donc, celles qui sont au village, il y a un champ. Vous pouvez aller cultiver quelques patates, quelques saka-saka, les feuilles de manioc. Mais en ville, vous n'avez pas de place. Vous n'avez aucun système d'aide qui puisse permettre à même celles qui veulent aller étudier de se nourrir. Donc, automatiquement, c'est la prostitution qui se développe et les dignitaires en profitent comme c'est la dépravation des mœurs et c'est du laisser aller. Voilà. Et on y reviendra sur les violences parce que les violences viennent de cela également, alors, de cette fragilité. Alphonsine, le temps presse, il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons rapidement nous rendre en France, voir si, parce que le pasteur Noumazala a des problèmes avec son téléphone. Est-ce qu'on peut l'écouter? On va essayer de l'appeler rapidement. Je crois qu'il a des problèmes à se connecter au WhatsApp. Nous allons essayer de l'appeler au Messenger. Voilà, je crois que ça va marcher. Allô, pasteur? Allô? 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 Allô, pasteur? Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Je vais tenter encore une fois. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Ben, je voulais juste rajouter sur la même chose, hein, que si ces femmes, je reviens sur le même sujet, si ces jeunes filles se prostituent aujourd'hui, on l'a dit, on a compris, c'est par rapport à l'économie. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et même celles qui font du commerce, ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir d'achat de commencer un business. Parce qu'on peut aussi avoir des projets, on peut vouloir aussi vendre quelque chose, mais si on n'a pas les moyens pour commencer, est-ce qu'il y a des micro-financements qui existent pour aider ces femmes-là? Non. Il y a des filles qui vont à l'école, qui sont très intelligentes, mais qui échouent parce que si le professeur est amoureux de la fille et que la fille ne veut pas céder à ce que le professeur lui demande, le professeur la fait échouer quand même. Donc, elle est obligée parfois d'accepter ce que la proposition du professeur. Donc, c'est un peu tout ça, quoi. Donc, ce n'est pas qu'elles veulent se prostituer, mais ce sont les conditions qui font qu'elles se prostituent. Voilà. Voilà, nous avons des difficultés à joindre Pasteur Noumazala. Est-ce que, Mélanie, vous voulez aussi insister sur les conditions même matérielles d'existence et notamment le laxisme de l'État? Parce qu'ici, en fait, on parle d'un laxisme de l'État qui ne donne pas la possibilité à ces filles de s'épanouir. C'est cela. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un problème qui est très profond. Et moi, je pense que si l'État reste sur cette position, c'est parce que ça profite effectivement à ces personnes. Hein, il n'y a pas l'accès, on ne donne pas accès à ces filles. Et pourquoi? Pour quel intérêt? Eh bien, pour qu'elles puissent se prostituer. Et c'est ce que nous condamnons. Nous devons pas accepter des choses comme ça. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'accès, on ne peut rien faire. On ne peut même pas ouvrir, au moins ouvrir une possibilité à ces femmes d'avoir au moins un investissement, de leur donner l'accès à la formation. Moi, je pense que s'il y avait ces conditions, on n'aurait pas ces problèmes de prostitution qui devient à une échelle, je dirais, catastrophique. Et même pour la santé de ces personnes. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas à la santé de ces filles qui sont donc victimes des maladies sexuellement transmissibles. Donc, moi, je crois que c'est un problème très, très, très profond, grave même, parce qu'il va falloir que les gens, que nous, les femmes, qu'on puisse trouver des moyens et avec que le gouvernement puisse comprendre ces failles, et puis laisser et que les gens puissent qu'on puisse travailler pour que les femmes puissent prendre leur situation en main. On ne va pas continuer à vivre comme ça. On est tenté d'accepter que les femmes puissent mourir à petit feu. Voilà, nous allons donc saluer les auditeurs parce que vous savez qu'il y a des gens qui suivent l'émission. Pendant que je tente de joindre le pasteur Noumazala. Et pasteur, donc si vous suivez l'émission, vous devez vous assurer que votre micro marche. Je vais essayer de vous appeler directement au Messenger parce que nous allons…
moment donné, quand le chien va monter, ça va pas sans intensité. Et toi, s'occuper des malades, que ça soit pas une perte de chance. Donc en fait, on devra avoir des cas. Plus tard, on aura. Qui vous salue. Les amis au plateau, je vois que le pasteur ne fait qu'insister à... Mais je tente de vous appeler, pasteur, mais il a des difficultés. Hein. Vous n'avez toujours pas de... Je ne sais pas si maintenant vous pouvez avoir... Vous n'avez toujours pas de micro. Je vous appelle au message, pasteur Mazala, et vous devez attendre que je vous appelle, s'il vous plaît. Alors, je tente de l'appeler, mais il faut autant. Nous avons donc, pasteur, je vois que votre téléphone n'a toujours pas de... Alors, je crois qu'il est connu. Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, voilà. Oui, voilà. allô? Oui, voilà, je parfait. vous entends. Donc, vous avez... pasteur... Mais sauf que je vous vois, je n'apparais pas apparemment. Votre caméra, elle est fermée. Je constate qu'elle est fermée. Mon appareil est fermé? Regardez les paramètres en bas à gauche, vous pourrez ouvrir. Voilà, on peut vous voir. Voilà, ouais, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. Merci donc d'avoir été fidèle à Congo Live 11, la radio de la communauté. Pasteur, apparemment, vous ne nous regardez pas. Vous êtes... là, c'est plutôt le téléphone qui... Bon, vous êtes obligé de vous retourner pour qu'on vous voit. Voilà. Pasteur, vous avez, il y a quelques jours, fait un post ou un coup de gueule dans lequel vous parliez où vous critiquiez certains responsables actuels impliqués dans des histoires de harcèlement sexuel contre des filles qui maintenant vivent au Congo-Brazzaville, et vous avez donc demandé à ces filles-là de vous envoyer des noms, et vous prenez l'option d'aller au tribunal pour traduire ces gens donc du pouvoir au tribunal. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler et qu'avez-vous commencé déjà à faire depuis ce jour-là? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à signaler, avant de répondre à votre question, que cette journée, ce n'est pas une journée de la fête des femmes. Ce n'est non plus une journée de la femme, mais c'est une journée des revendications des droits des femmes. Ah, sa caméra a lâché. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais je sens qu'il y a... Oui, allez-y. OK. Et donc, par rapport à la question que vous venez de me poser, oui, bien évidemment, j'avais lancé un appel pour interpeller les filles qui sont victimes d'abus sexuels par certaines personnalités dans notre pays, et que j'interpellais ces filles-là de pouvoir me contacter et qu'on allait mettre en place un collectif au niveau de la France pour pouvoir porter plainte au niveau de la France, parce que nous savions très bien que dans notre pays, la justice est quasi inexistante. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je peux déjà vous dire que j'ai 3 filles qui se sont prononcées, mais il nous faut quand même un nombre, au moins une dizaine, hein, pour que le dossier soit accepté au niveau de la France. Et donc, je profite également pour lancer encore l'appel à ceux-là qui ont peur, certainement, parce que, vous savez, il y a aussi la peur, hein, qui fait en sorte que beaucoup de femmes préfèrent rester dans le silence. Voilà. Et donc, je dis à ces femmes-là de prendre leur courage pour pouvoir défendre leurs droits. Vous devez arrêter votre micro, s'il vous plaît. Si vous sentez qu'il y a du bruit chez vous, arrêtez votre micro. S'il vous plaît. Arrêtez. Pas à mon niveau, hein, le bruit. Non, non, pas vous, pasteur. Parce que si moi je l'arrête à mon niveau, vous ne pourrez plus revenir à... Voilà. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez-y, pasteur. OK. Et donc, je demande à toutes ces femmes-là de sortir de leur silence et de braver la peur et de pouvoir dénoncer toute personne qui est, comment dirais-je, qui est l'auteur de certains abus sexuels. Donc, voilà ce que je peux vous répondre pour un premier temps. Alors, pasteur, vous restez avec nous. Réaction donc sur le plateau avec Alphonsine, une réaction quant à ce scandale donc qu'il vient de nous révéler.
Alors, tout à fait, c'est louable ce que fait le pasteur Noumazalaï, hein. On sait bien que les statistiques sur les violences à l'égard des femmes au Congo et des jeunes filles au Congo-Brazzaville sont pas très visibles, hein, parce qu'elles ont peur de porter plainte des violences qu'elles subissent. Donc, porter plainte dans un système judiciaire corrompu, c'est difficile, hein, dans un pays où la majorité de la population vit dans la terreur, c'est pas facile. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs le thème de oser que l'Institut français du Congo a retenu. C'est justement, c'est dans cette voie, oser dénoncer ce que vous subissez pour que les choses changent. Parce que si on est encore à l'étape on est incapable de dénoncer, vous pensez qu'on aura l'égalité? On n'aura pas l'égalité tant qu'on ne va pas commencer à dénoncer la terreur, dénoncer la violence que subissent ces filles. Et les freins pour dénoncer justement, c'est le poids des coutumes également. Donc nos coutumes rétrogrades qui enferment les femmes dans le silence. Il y a aussi la dépendance financière. Donc si vous avez un dignitaire qui vous violente, vous avez la peur d'être tué, la peur d'être violenté encore une fois, et la peur également de vivre sans rien, parce que généralement, soit on va vous corrompre, on va vous donner de l'argent, et vous aurez peur. Et cette violence, cette façon d'agir, c'est dans les couples également, dans les familles, où la dépendance, justement, permet à certains parents, à certains frères, certains maris de violenter les femmes de leur famille. Donc ça aussi, c'est à dénoncer. C'est pourquoi nous parlons de oser dénoncer. Il y a des ONG aujourd'hui au Congo-Brazzaville qui travaillent sur ça. Et finalement, l'Institut français du Congo, c'est aussi une grande plateforme pour demander de l'aide en cas de besoin. S'ils ont osé proposer le thème, ils sont tout à fait capables de vous orienter vers des ONG qui peuvent vous aider à porter plainte et à dénoncer. Tant qu'on ne sera pas nombreuses à dénoncer ces violences, rien ne va changer. On est loin d'atteindre l'égalité si on est déjà incapable de dénoncer les violences que nous subissons. Alors, c'est ce que je voulais dire. Alors, la suite, donc, dans quelques instants, nous allons essayer de suivre cette musique encore. Alors là, hein? Ça vous rappelle quoi, l'UFC? Alors, Madame Mélanie, les femmes, nous allons bientôt fermer ce journal. Les femmes doivent oser, mais dans un environnement comme celui-là. Comment? Par où commencer? C'est ça. Moi, je pense que ma sœur Alphonsine venait de parler des ONG et notamment l'Institut français qui a lancé le thème. C'est vraiment à honorer et je pense que ce qu'il faut faire, le problème, c'est que on comprend tout à fait que les gens n'osent pas, hein, il n'y a pas le courage. Donc, il faut donc un système de support et de protection qui fera qu'effectivement, ces femmes vont… Parce que même dans les grands pays, vous avez vu ces histoires de… Ça prend du temps. Et il y a des femmes qui ont gardé des secrets pendant des années. Mais tout c'est un support, un système de support. Aujourd'hui, au Congo, je crois qu'on est bien parti. Avec la présence de l'Institut français, des ONG, il faut qu'on s'appuie, il faut qu'on continue à serrer, comme on dit en anglais, press, pour continuer à presser sur les pédales pour qu'effectivement, qu'il y ait un changement. On n'a pas eu le droit de voter. Comment est-ce qu'on a fait pour y arriver? C'était une lutte. Donc, tout ce que nous allons faire, nous devons lutter. On ne doit pas se limiter aux obstacles qui sont devant nous. Donc, nous devons apporter ce message d'encouragement auprès de ces femmes, des femmes qui subissent, qu'elles sortent, qu'elles s'expriment, parce qu'il n'y a que ça qui fera qu'on puisse gagner cette victoire. Parce que c'est une victoire, c'est une lutte. Comme a dit le pasteur, ce n'est pas une journée de fête, là. C'est une journée de revolte. On doit se battre. Et nous sommes toutes là parce que bon, on a ce désir. On veut vraiment que cela sorte et que les gens s'expriment et que les gens puissent avoir le support qu'il faut et que les textes, désormais, puissent effectivement honorer ça. On parle de harcèlement sexuel ici. Ça a commencé bien des années. Donc, il y a eu des gens qui se sont levés. Tant qu'on ne va pas dénoncer, on ne va pas avancer. Voilà. C'est un travail qui nous interpelle, nous tous. On est tous responsables et travailler pour qu'effectivement, cela puisse être mis à nu et puis corrigé
et que ça ne se répète plus jamais. Alors Brigitte, Oui. Brigitte Nsoni, donc, Oui. je vous rappelle qu'elle est la représentante, donc l'initiatrice de Miss Congo Brazza La USA. fondatrice de Miss Congo Brazza USA. Ah voilà, fondatrice de Miss Congo Brazza USA. Alors qu'est-ce que vous enseignez là-bas? Est-ce que vous avez un message pour ceux qui dirigent là-bas à Brazzaville? Ben, mon message, c'est un message de Dans le paix. cadre, bien sûr, de ce que le pasteur Oui. Israël venait d'évoquer, notamment des gens qui ont sur eux un passé très lourd en matière de violation des droits de la femme, des droits de l'homme. Bon, moi, c'est déjà pour répondre aussi à tout ce que mes collègues ont dit. En fait, pour moi, si la femme est arrivée à ce niveau-là, c'est par rapport c'est vraiment lié à l'économie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà le message auprès des autorités, c'est d'essayer au moins de créer quelques emplois. Mais comme il y a déjà aussi des ONG qui sont là pour s'occuper de ces femmes qui ont subi de la violence et tout, c'est pas facile pour elles d'aller les dénoncer ou encore de se présenter parce qu'elles dépendent de ces gens-là. Elles vivent que de ça. Il y a d'autres aussi peut-être qui n'ont rien eu, qui ont été violées par hasard comme ça, mais la plupart de ces femmes qui se font violer, ce sont les maîtresses de ces femmes-là, de ces hommes-là plutôt. Donc, elles ne vont pas aller les dénoncer parce qu'elles dépendent de ces gens-là. Si elles les dénonçaient, elles vont tout perdre. Soit elles perdent leur vie, comme a dit ma sœur Alphonsine, ou encore, soit encore, elles vont perdre tout ce qu'elles gagnent derrière. Donc, elles préfèrent subir ces violences et se taire. Parce que pour elles, ce n'est pas seulement parce qu'elles ne veulent pas le dire, mais elles ont peur de leur vie, pour leur vie, peur de perdre tout ce qu'elles ont déjà gagné avec ces hommes-là, même si elles souffrent en les gagnant ou même si elles souffrent en menant la vie qu'elles mènent, mais elles préfèrent encore être dans le silence que après de finir comme les autres filles qui n'ont rien du tout. Donc, elles vont accepter toutes les conditions qu'on va leur donner ou alors que toutes les propositions, même si on leur dit de manger le caca, j'en ai entendu des histoires comme ça, des hommes politiques qui faisaient manger leur merde aux filles. Donc, elles vont le faire parce qu'elles ont besoin de ce poste-là, elles ont besoin de cet argent, elles ont besoin de ce niveau de vie qu'elles ont déjà acquis là-bas avec ces gens. Donc, elles ne vont pas venir les dénoncer. Donc, ça ne va pas être facile. Et on ne peut pas lutter contre ça tant qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui viennent pour les dénoncer, comme l'a dit le pasteur. S'il n'y a que 3 filles, mais le dossier ne sera pas lourd. On peut considérer un dossier, on peut prendre ça comme un danger quand on a déjà un nombre énorme. On va dire non, ça a pris de l'ampleur. À ce moment-là, je crois que l'opinion internationale pourra essayer de regarder que non, il y a un problème au Congo-Brazzaville, il y a tant de nombre de femmes qui sont violées, donc il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Mais 3 personnes, si vous allez à la justice pour 3 personnes, c'est rien. Le nombre est vraiment... Alors, pasteur Noumazalaï, la difficulté est encore plus grande quand nous savons que les gens que nous dénonçons ici, donc ceux qui sont impliqués dans ces comportements, sont eux-mêmes les décideurs qui devaient promouvoir ces lois ou ces libertés. Alors, comment faire? Il faut donc prendre le mal à la racine pour... Bon, tout d'abord, j'aimerais dire ici, à la face du monde, au Congo, le vrai sens de cette journée de revendication des droits des femmes a été détournée pour abrutir les femmes. Parce que tout simplement, les personnes qui sont concernées dans ces affaires de viol, dans ces affaires d'abus sexuels, ce sont les mêmes autorités qui dirigent notre pays. Et je peux vous dire avec certitude qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de Brazzaville, il y a certaines plaintes qui ont été déposées contre certaines personnalités. Mais la justice n'a pas osé les interpeller. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une justice qui est aux ordres. C'est une justice politique. Et donc, il sera difficile pour ces femmes-là, il leur sera difficile d'obtenir réparation, d'obtenir la justice. Vous voyez? Et donc, lorsque vous regardez même aujourd'hui, qui devrait être à Brazzaville, une journée de manifestation, une journée de revendication. Mais malheureusement, on constate, les femmes, au lieu de manifester, les femmes, elles préfèrent coudre des pagnes, se faire belle et se rendre dans les boîtes de nuit
dans les Nganda, dans les bars. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le régime même qui a mis ce système-là en place pour les abrutir afin qu'elles ne revendiquent pas leurs droits. Donc aujourd'hui à Brazzaville, si vous partez par exemple dans les boîtes de nuit, c'est plein. Dans les Nganda, c'est plein. Donc c'est devenu une journée pour abrutir les femmes. Moi, je pense que si les autorités eux-mêmes, ils n'étaient pas concernés dans ces affaires de viol, ils auraient dû sensibiliser. Parce qu'il faut un travail de sensibilisation pour sensibiliser toutes ces femmes-là qui sont ignorantes de leurs droits, qui ne savent pas qu'elles ont le droit de revendiquer. Elles ont le droit de revendiquer le même salaire que l'homme. Elles ont le droit de revendiquer ce que moi j'appelle l'égalité salariale. Elles ont le droit à la justice. Elles ont aussi le droit de dire à leur mari, même à la maison, lorsqu'elles n'ont pas envie de faire l'amour, elles ont aussi le droit de dire non. Voilà, même la Bible dit, lorsque vous voulez le faire, vous devez le faire d'un commun accord. Mais aujourd'hui, on trouve des femmes mariées qui sont battues, qui sont violées par leur propre mari. Mais elles sont obligées de garder le silence parfois parce qu'il y a la famille qui est là, il y a son mari qui est une autorité dans le pays et ainsi, les femmes sont réduites dans le silence total. Alors, donc, il faille que ça change. C'est pourquoi moi, je me suis constitué comme étant un avocat des femmes. C'est pourquoi je continue de lancer un appel afin de demander à toutes ces femmes-là qui sont victimes d'abus sexuels, qui sont victimes de viols, de pouvoir me contacter inbox afin qu'on puisse mettre en place un collectif au niveau de la France, parce que c'est possible. Est-ce que vous pouvez indiquer votre, pasteur, votre email? Comment on peut vous contacter? Mon email, c'est Israel Noumazalai, ça s'écrit I-S-R-A-L Noumazalai avec Y à la fin, @gmail.com. Mon numéro de téléphone, oui, c'est le 0033. Attendez, comme ça, je veux m'embrouiller. Je vous donne le numéro normal. Après, vous pourrez enlever le 0 pour mettre le 33. Donc, c'est le 07 53 74 24 95. Voilà. Merci donc, Voilà. pasteur. Nous allons donc conclure avec, nous aurons la conclusion générale avec, avec Madame Mélanie, mais je donnerai à Miss New York, Brigitte Sony, de faire sa promotion avant de partir. Alors, Alphonsine, vous avez là beaucoup de problèmes, des bourreaux qui donc collaborent avec ces dames pour justement continuer à pérenniser ces phénomènes criards. Alors, que faire finalement? Monsieur Jean Lewis, vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position. Donc, ma position, c'est changer de système. Changer de système. Mais nous luttons pour changer de système. On ne peut rien faire dans une dictature. La dictature, il y a déjà la violation des droits de l'homme en général. On dit l'homme grand H. Alors, vous imaginez la femme, où est sa place? Donc, nous prenons le changement de système parce qu'une fois le système changé, nous pouvons faire la promotion du genre et l'autonomisation de la femme, un objectif politique majeur. C'est-à-dire la femme doit se prendre en charge, rendre opérationnelle la politique nationale, genre,
pour que les femmes prennent leurs responsabilités, pour que la femme retrouve sa place. Mais nous incitons également les femmes congolaises à prendre leurs responsabilités pour le changement que nous voulons. Parce que si elles se mettent à l'écart, rien ne peut changer. Nous sommes 52% des femmes au Congo-Brazzaville. Nous sommes plus nombreux que les hommes. Vous voyez? Donc, si la femme se lève au Congo-Brazzaville, les choses changent. Mais le système est tel que il met en place des conditions d'abrutissement, comme viennent de dire mes sœurs, c'est-à-dire monsieur le pasteur Noumazalaï. Au lieu de faire la promotion, de débattre de leur situation ce 8 mars, elles préfèrent aller boire, se saouler, se prostituer dans les Nganda. Vous voyez un peu à quel point il y a la dépravation des mœurs, des anti-valeurs, la promotion des anti-valeurs. Donc, c'est tout le système c'est tout le pays qui est en danger. Parce qu'on dit, quand tu éduques une fille, tu éduques toute une nation. Non, une femme. Mais voilà, pardon? Non, quand on éduque une femme, on éduque toute une nation, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, vous voyez bien l'impact de la situation du Congo-Brazzaville. Justement, nous subissons la situation parce que les femmes se sont mises à l'écart. C'est ça aussi. Parce que mettre plus de 50% d'une bonne partie de la population, c'est catastrophique pour un pays. Ça, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, nous luttons pour tout simplement changer de système. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec les violeurs, vous ne pouvez pas travailler avec les tueurs. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça que je voulais conclure, moi, de mon côté. Merci. Donc, faire la promotion du genre, l'autonomisation de la femme, un objectif politique majeur. Voilà, c'est d'abord ça. Merci, Alphonsine. Nous allons passer rapidement à Brigitte Nsoni. Quelles sont les activités que vous avez en perspective? Donc, parlez-nous de quelques infos. Je vous donne 1 minute de publicité. Hein. Vous n'allez rien payer pour ça. Allez-y. OK, merci beaucoup. Mais en fait, ma publicité, c'est je recherche toujours des filles congolaises, de père ou de mère congolais ou des 2 parents congolais de Brazzaville, parce que notre objectif, c'est faire la promotion du Congo-Brazza. En fait, c'est un truc social et culturel. Donc, on fait la promotion de la beauté de la femme congolaise et aussi de la culture congolaise. Bon, pour les candidates, j'aimerais juste passer un message rapidement parce que les gens n'ont pas compris le contexte. Les gens pensent que je travaille avec le gouvernement et que le gouvernement me donne de l'argent pour ça. Non, c'est mon argent de poche que je prends pour mettre et je dépense beaucoup d'argent. Donc, si les filles viennent et que les parents pensent que ces filles-là vont s'enrichir parce qu'elles participent à Miss Congo, ce n'est pas le but. Le but de Miss Congo, c'est une plateforme congolaise. C'est là où tous les artistes congolais de Brazzaville, bon, il y a d'autres aussi qui viennent, hein, des autres pays qui viennent aussi participer. C'est une plateforme que j'ai mise en place pour que les artistes congolais s'expriment sur cette plateforme. Pas que les artistes, il y a aussi les commerçants. Il y a des gens qui peuvent venir faire leur promotion sur la plateforme de Miss Congo, le jour de Miss Congo. Genre acheter leur table, exposer leurs produits, parler de leur entreprise, de leur expérience aussi de vie, pourquoi pas. Donc, c'est pas pour venir gagner de l'argent qu'on fait Miss Congo. Non, nous, notre souci, c'est d'abord promouvoir le Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Congo, on est confondu avec l'autre Congo. Donc, l'autre Congo nous fait écran. Donc, c'est pour ça que je fais Miss Congo-Brazza, pour qu'on ait un espace à nous aussi pour enfin s'exprimer. Donc, ça sera le week-end d'après le 15 août, le premier samedi d'après le 15 août. Je crois que ça tombe le 20 août. Ça sera la 5e édition de Miss Congo-Brazza. Donc, je recherche toujours les filles, comme je l'ai dit tantôt, des filles nées de parents congolais, soit la mère ou le père ou les 2 parents congolais de Brazzaville. Et on n'a pas besoin des mannequins ou des filles très fines, non. On est des Congolaises, on a des formes, mais on a besoin aussi de quelqu'un qui a quand même de l'amour pour son pays. C'est déjà plus d'une minute déjà, Brigitte. Et un bagage intellectuel. Merci. Oui, mais je peux compléter quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de dire. Oui. Si je suis dans les parages au mois d'août, on échangera nos téléphones. Oui, et je voulais ajouter également, j'ai oublié de parler de la plateforme. Justement, il faut intégrer la plateforme CRC pour le congrès pour la renaissance du Congo. D'accord? Donc, il y a le site www.crcbrazza.org pour toutes les informations nécessaires. Il faut intégrer la plateforme. Nous avons des projets justement
de promotion du genre, de l'autonomisation de la femme, de plein de choses que nous voulons faire pour le Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de souci. On va s'échanger de coordonnées, oui. Voilà. Nous passons, pour terminer donc, avec, à moins que le pasteur, parce que Mélanie fera la conclusion générale, le pasteur, à moins que vous ayez un tout petit détail à ajouter rapidement. Oui, bien sûr. 60 secondes, allez-y. Je voudrais tout simplement dire ceci. Effectivement, nous ne pourrions pas changer les choses à partir du moment où c'est le même régime qui est en place, parce que c'est ce même régime-là qui est concerné dans toutes ces affaires de viol et toutes ces affaires d'abus sexuels. Donc, il faille que nous nous luttions, que nous nous battions pour changer le régime, pour qu'il y ait vraiment l'alternance, une alternance véritable dans notre pays. Voilà, maintenant, je voudrais lancer un appel à toutes les femmes. Je voudrais dire ceci aux femmes, qu'elles ne peuvent pas écrire toute une histoire avec leur belle poitrine ou avec leur postérieur. Je voudrais leur dire qu'elles peuvent changer l'histoire, que ce soit l'histoire de leur famille, que ce soit l'histoire de notre nation. Elles peuvent, si elles ont la volonté, si elles prennent conscience, si elles se lèvent, si elles prennent conscience qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes. Je voudrais qu'il y ait des femmes comme Esther dans la Bible qui ont pu changer l'histoire de tout un peuple. Je voudrais que les femmes de bon sens puissent se lever, parce que je crois, là où les hommes ont échoué, les femmes peuvent réussir. Là où les femmes et là où les hommes ont été incapables, les femmes sont capables. Parce que n'oubliez pas que la femme est le berceau de l'humanité. C'est la femme qui est au centre même de l'intérêt de l'homme. Donc la femme doit prendre conscience. Et la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Donc nous avons besoin des femmes sages qui peuvent se lever et capables de changer même l'histoire de notre beau Congo. Voilà. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Voilà. Merci donc, à toutes les femmes qui étaient là présentes. Et vraiment, je les félicite et je les encourage vraiment à se lever encore et à réclamer de plus belle encore plus de droits. Voilà, nous allons donc, merci, voilà, nous allons donner la parole à Madame Otemoyolo Mélanie, donc, qui est la présidente de l'association des ressortissants de la République du Congo à Austin. Donc, Austin, c'est au Texas, ici aux US. Alors, comment vous allez donc faire deux choses? Vous donnez votre conclusion générale sur le thème du jour et vous nous dites comment ces femmes-là sont capables de changer la donne au Congo, et vous nous donnez quelques informations sur votre mouvement, votre association. Merci beaucoup, Monsieur Louis, encore une fois. Je pense que, comme on a su le dire, c'est un débat, je ne pense pas que c'est la fin aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que le temps est très court, mais qu'à cela ne tienne, pour les femmes, c'est déjà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, parce que la femme a été longtemps marginalisée. Et la femme, sur le plan culturel, c'est comme si elle s'est bien sentie dans cette peau. Il faut qu'on sorte de cette peau, parce que tout est possible. Hein? Il y a, comme disent les Anglais, the sky is the limit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il faut que nous puissions, que les femmes au Congo ou les femmes à l'extérieur, et je parle même beaucoup les femmes à l'extérieur que nous sommes, nous les Congolaises, c'est notre devoir. On doit effectivement être des mentors pour ces femmes-là, pour leur faire comprendre que ce n'est pas la fin. Si nous sommes arrivés, ça veut dire que vous pouvez aussi y arriver. On a passé peut-être pas des mêmes situations, peut-être plus difficiles que ça.
Mais on y est arrivé, c'est que vous pouvez arriver. Mon message, c'est que la femme doit se prendre conscience et se dire, savoir aussi dire non. C'est vrai qu'il y a des situations économiques, c'est vrai qu'il y a certaines choses, mais la femme aussi doit se lever et dire non. Ça, c'est un constat depuis longtemps que ça existe. La culture faisant défaut, la femme a accepté cette place de second plan. Hein, on trouve que la femme accepte délibérément d'être la maîtresse d'un homme qui est marié peut-être avec 3 à 4 hommes. Donc, il faut que la femme apprenne à se dire non aussi. Ça, c'est aussi important. C'est vrai que si y a peut-être moi, je ne refuse pas des situations comme on vient de le décrire, mais la femme, j'insiste que la femme doit se lever, prendre conscience, dire non et savoir décrier. Quand ça ne marche pas, dénoncer. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça et puis se faire victime. Il faut bien qu'on se lève aussi. Elles doivent se lever. Voilà. Et donc, la deuxième partie, rapidement. Pardon? Oui, mais non, nous, par contre, bon, comme vous avez su le dire pour l'association, nous sommes une plateforme apolitique ici au Texas. Nous sommes réunis par le slogan de la solidarité, l'amour et la fraternité. Et effectivement, nous jouons un rôle, le rôle qui va dans le même sens, c'est-à-dire de comment faire pour aider le Congo, entendu par là, les enfants, parce qu'on parle de la femme, il y a aussi les enfants qui sont victimes un peu de ce qui se passe avec la femme aujourd'hui. La femme, elle devient ce qu'elle devient, mais il y a les enfants de la rue. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons lancé une action, une cause pour venir en aide aux enfants de la rue. Et pour cela, nous avons prévu un fundraising, un collecte des fonds. On va faire un défilé de mode pour essayer de collecter des fonds pour pouvoir venir en aide à ces enfants, pour pouvoir les aider sur le plan scolaire, sur le plan de santé et tout. Et nous avons beaucoup de projets qui sont vraiment espacés. Et notre besoin, notre désir, effectivement, c'est d'apporter de l'aide au Congo. Et moi, dans le cadre personnel, moi, je pense que l'accès à la formation me tient tellement à cœur parce que je pense que la femme congolaise a ces capacités-là. Si nous sommes arrivés, elles peuvent. Mais nous devons leur donner accès. Nous devons les encourager. Et moi, je pense qu'en le faisant, elles vont avoir confiance. Quand les femmes vont comprendre qu'il y a d'autres femmes là-bas aussi qui ont fait ceci, qui ont pu arriver à ces endroits sans l'aide des hommes, et que nous puissions les encadrer, moi, je pense qu'elles vont aussi avoir cette confiance. Et ensemble, c'est un travail d'ensemble. Pour gagner cette lutte, on doit travailler tous ensemble. Quelques hommes ou pas, ou femmes, on doit travailler ensemble pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà, donc nous refermons ce journal. Je vous informe avant de partir que à la radio également, nous avons lancé la campagne de financement de Radio Congo Live en Chicago. Vous savez que chaque année, nous demandons aux auditeurs de faire des petites contributions parce que nous vivons que des petits donateurs. Nous ne voulons pas qu'une manne nous tombe du ciel et qui va tout gaspiller. Donc, nous shut down, comme on le dit. Voilà, donc nous avons commencé à faire circuler notre lien PayPal. Nous aurons aussi la possibilité de vous envoyer notre lien Cash App. Vous aurez GoFundMe, donc des possibilités, diverses possibilités pour vous, pour refinancer la radio pour l'année 2020. Merci donc à vous donc, qui êtes venus en ce jour du 8 mars, un jour très important pour la maman congolaise, pour les filles congolaises. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine sur ce même plateau. Merci à vous, Pasteur Noumazala, et je vous encourage dans cette action, essayez de vous entourer de quelques jeunes, des gens, des amis, des parents ou des braves militants qui peuvent vous aider à faire aboutir votre projet. Merci donc, il est exactement 14h06 à Chicago et au plaisir de vous retrouver au joint de la communauté le mercredi prochain. Bye bye. À très bientôt. Merci. Bye.